Bonjour à tous, du coup, donc Valentin Daubigny. Alors, donc, je suis co-coordinateur bénévole du réseau Chiroptère, comme elle l'a présenté. Donc, ça fait maintenant 4 ou 5 ans, si je dis pas de bêtises. Et sinon, dans la vie professionnelle, je suis technicien faune au bureau d'études Le CER, donc c'est cabinet d'études et de recherche en environnement basé à Saint-Quentin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, les prospections des suivis hivernaux dans les ouvrages d'art du sud de l'Aisne. Donc en fait, moi, je suis originaire du sud de l'Aisne, du secteur de Château-Thierry, si certains connaissent. Et donc, c'est des prospections que j'ai commencées en hiver 2016, donc il y a maintenant 5 ans. Donc je vais vous faire un petit retour du coup sur ces 5 années de prospection hivernale, donc réalisées bénévolement avec quelques bénévoles de l'équipe du Sud-Aisne. Alors du coup, je vais vous présenter en plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, donc le contexte géographique un peu du sud de l'Aisne, pour vous expliquer qu'est-ce qui m'a amené à prospecter les ouvrages d'art. Et ensuite, qu'est-ce qu'un ouvrage d'art? Donc c'est vrai que c'est toujours important de le rappeler, parce qu'on appelle généralement ouvrage d'art, mais on ne sait pas forcément ce que c'est précisément. Je sais que certains l'ont peut-être déjà vu hier, qu'il y a eu une table ronde autour de ça. Ensuite, donc, je vais présenter tout ce qui est mes prospections dans les ouvrages d'art, donc sur tout le territoire. Et je finirai du coup par présenter les espèces et les enjeux qui sont présents au sein de ces ouvrages. Donc pour le contexte géographique du territoire du sud de l'Aisne, donc comme on peut le voir, en fait, c'est un territoire qui est situé tout au sud de la Picardie, qui est enclavé entre la Seine-et-Marne, la Marne, et on a un tout petit bout de l'Oise, donc très peu relié en fait avec les autres départements du contexte picard. Donc on y retrouve en fait il y a 108 communes en tout qui sont présentes, donc ce qui fait un territoire relativement vaste. Et en termes d'ouvrage, ça va très vite au sein des communes. Donc en termes d'altitude, on a une altitude qui varie de 60 mètres, donc c'est en fond de vallée, donc principalement au niveau de la Marne. Donc il y a deux cours d'eau principaux qui traversent, qui sont la Marne et l'Ourcq, plus plein de petits annexes qui ne sont pas représentés sur la carte, mais qui sont reliés soit à la Marne, soit à l'Ourcq. Donc l'altitude maximum est d'environ 240 mètres. Donc il faut savoir qu'en fait le contexte géologique du sud de l'Aisne fait qu'on a des vallées relativement creusées, bordées de coteaux de vignobles, avec des plateaux assez boisés, qui deviennent ensuite plus agricoles quand on repart sur la partie nord. Donc en fait, on distingue globalement deux géographies différentes au niveau qui sont séparées notamment par la Catte. Donc en fait, on va avoir la partie sud de la Catte qui est très creusée avec la Marne et avec des plateaux très boisés. Et par contre, au sud de ce territoire-là, on va retrouver très peu de cavités souterraines, donc ce qui est peu favorable au niveau des chiroptères. Et quelques-unes qu'on a en plus, on dépasse rarement les 20 individus. Et au nord, par contre, de la Catte, on va retrouver beaucoup plus de cavités, mais c'est ce qu'on appelle en fait des habitats troglodytes notamment. Donc pour expliquer un peu ce que c'est que des habitats troglodytes, c'est des toutes petites maisons qui datent des temps de la préhistoire, qui ont été creusées, qui font tout juste 4-5 mètres de profondeur, au plus une dizaine de mètres, qui sont généralement creusées dans du sable. Donc c'est un sable très, très compact, qui fait qu'il ne s'écroule pas. Et on le retrouve principalement au niveau de la vallée de l'Ourcq. Donc c'est ces petites cavités, mais à l'échelle de tout le territoire, du coup, on ne dépasse pas la cinquantaine du site. Et après, on avait également ce qu'on appelle les plâtrières, donc qui étaient exploitées dans les années entre 1900 et 2000 pour la fabrication du plâtre, qui sont aujourd'hui complètement à l'abandon et malheureusement qui étaient des très grands sites parfois pouvant aller jusqu'à des dizaines de kilomètres. Mais ces derniers étant très proches de la surface du sol, sont pour la plupart effondrés. Il y en a à ce jour plus que 2 qui sont existantes et dont les 2 très difficiles d'accès. Après plusieurs démarches, etc., on n'a pas obtenu des autorisations vraiment pour les prospecter. N'ayant pas d'autres sites connus dans le sud de l'Aisne, du coup, en cavité pour les suivis hivernaux, moi, je suis parti de ce principe-là, en fait, c'est de chercher notamment à essayer de compléter l'atlas chiroptère, vu qu'on avait très peu de données sur les hivernants,
trouver un autre moyen. Et à travers des recherches dans d'autres régions de la France, j'ai vu qu'il y avait également tout ce qui est les ponts, les ouvrages d'art, les tunnels, qu'on peut retrouver du coup. Et j'ai décidé d'aller prospecter. Donc, ça a démarré l'hiver 2016, un peu par hasard, en fait, où j'ai fait mon premier pont qui passait dans un boisement. Je dis, tiens, je vais commencer par celui-ci. Et en fait, j'ai trouvé des chauves-souris. Et en commençant par ça m'a motivé à dire, bah, je vais essayer de rechercher et voir qu'est-ce qu'on a en espèces. Donc, du coup, pour présenter un peu qu'est-ce qu'un ouvrage d'art, donc les ouvrages d'art, en fait, donc pour la définition, un ouvrage d'art est une construction de génie civil permettant d'assurer et ou de protéger la continuité d'une voie de circulation routière, ferroviaire ou fluviale. Donc après, donc ce qu'on retrouve principalement, c'est tout ce qui est pont, viaduc, les tunnels. On a également d'autres ouvrages d'art, par exemple les murs de soutènement, mais globalement, ça ne nous intéresse pas plus que ça, moi, dans les prospections. Donc ces ouvrages sont pas forcément très connus. J'ai essayé de rechercher un peu bibliographiquement à l'échelle de la France. Il y a quelques petites études au sein de communes, sur des ouvrages en particulier, mais à l'échelle d'un territoire entier, on retrouve très peu de choses, d'études sur le fonctionnement de ces ouvrages et leur continuité dans tous les milieux naturels. Donc du coup, pour revenir en qu'est-ce qu'un ouvrage d'art, donc on en trouve de plusieurs types. Donc pour les chauves-souris, donc on va retrouver par exemple tout ce qui est pont voûté. Donc c'est généralement les ponts classiques circulaires ou qui sont soit faits en pierre, ils peuvent être également faits en briques, quand on remonte plus dans le nord de la France. Et donc ces ponts voûtés ont la particularité de présenter des fissures avec le temps, l'usure. On retrouve également les buses en béton, donc ils peuvent être de différentes formes, circulaires, rectangulaires. Et donc ces buses peuvent paraître d'un premier abord pas forcément attractifs pour les chiroptères, mais en fait, ce qui est le plus intéressant sur ces ouvrages, c'est les jonctions entre les busages. Il y a toujours ce qu'on appelle un joint de dilatation. Et ce joint de dilatation laisse un petit espace qui peut permettre aux chiroptères de se réfugier. Et les ouvrages les plus attractifs pour les chiroptères sont ce qu'on appelle les ponts d'Allo. Donc en fait, les ponts d'Allo, c'est notamment par chez nous avec les pierres de carrière issues des anciennes carrières souterraines. Donc c'est des pierres qui sont empilées. Généralement, il n'y a pas de mortier entre ou de ciment, donc ça laisse énormément d'espace et ce qui permet aux chauves-souris de s'abriter un peu partout sur l'ouvrage. Et donc les longueurs de ces ouvrages sont plus ou moins variables. Donc en général, on est autour du 1 mètre de hauteur pour 1 mètre 20 de largeur. C'est des ouvrages relativement petits, donc il faut souvent ramper pour y aller. D'autres ouvrages que je n'ai pas mis qui sont beaucoup plus importants, ça va être les grosses infrastructures, par exemple les grands ponts qui vont traverser les voies routières ou les viaducs qu'on a beaucoup moins chez nous, mais qui peuvent également présenter un intérêt pour les chiroptères, notamment pas du fait qu'ils sont en béton, mais sur les marges avec ce qu'on appelle des encorbellements. Donc c'est des petits dépassements en pierre qui permettent en fait aux chiroptères de s'abriter dessous. Donc pour la prospection de ces ouvrages, je vous ai remis une carte. Donc ça, c'est une carte de ma constitution. Donc je ne vous l'ai pas mis à l'échelle de tout le territoire du sud de l'Aisne pour expliquer, parce que vous verrez après qu'en termes d'ouvrage, ça aurait fait c'est le cas de le dire, une grosse purée de points, presque illisible. Donc du coup, je vous ai remis en plus petit. Donc en fait, j'ai d'abord fait un travail de recherche, notamment sur Géoportail, les cartes IGN, plus sur le terrain, à repérer tous les cours d'eau, parce qu'il faut savoir que dès qu'il y a un cours d'eau et qu'une route traverse au-dessus, automatiquement on a un ouvrage, que ce soit un pont, un tunnel, un viaduc, peu importe, suivant la taille du cours d'eau. Donc après, en ayant répertorié tous ces ouvrages, j'ai attribué différents codes couleurs. Donc ces différents codes couleurs qu'on va retrouver après dans mes tableaux. Donc j'ai mis en orange, c'est tous les ouvrages qui sont à visiter. Je mets en noir tous les ouvrages auxquels j'ai visité mais qui ne présentent aucun intérêt pour les chiroptères. Donc généralement entièrement bétonné, pas de fissures, pas d'encorbellement,
rien qui est vraiment attractif, ou alors en dimensions qui sont trop petites. Par exemple, c'est des ouvrages qui font 20 ou 30 cm de haut, ce qui ne permet pas vraiment l'accueil des chauves-souris, ou alors qui ne permettent pas, nous, de prospecter. Après, j'ai mis en bleu les tunnels qui sont favorables pour les chauves-souris. Donc, ça veut dire que ceux que j'ai prospectés où il y a des individus dedans. Et j'ai également mis en jaune, donc c'est ce que j'appelle les ouvrages potentiels, que j'ai catégorisés après en 4 parties, donc du coup de très faible à fort. Et donc, ces ouvrages potentiels, dans mes prospections, il n'y a pas eu de chiroptère dedans, mais ils présentent néanmoins des intérêts en termes de fissures ou d'encorbellement, d'espacement, et que j'ai catégorisé du coup donc très faible à fort en fonction de la quantité de fissures, d'ouvrages, d'accueil pour ces chiroptères. Donc très faible en général, c'est qu'il y a tout juste 1 ou 2 fissures et que soit l'ouvrage est très aéré, froid l'hiver, ce qui ne permet pas un bon refuge pour les chiroptères. Et en fort, c'est que j'ai pas eu la chance de voir des chiroptères, mais ça reste plausible, par exemple, qu'en été ou en période de transit, les espèces soient présentes. Donc pour les tableaux, du coup, j'ai ensuite réalisé des tableaux sur les ouvrages d'art. Donc j'ai répertorié du coup toutes les communes sur tableur Excel. Que ces communes, j'ai ensuite donc noté la quantité d'ouvrages qu'il y a. Donc sur le total des 108 communes, j'arrive à 1217 ouvrages qui sont présents. Donc ce qui représente un travail déjà énorme d'avoir pointé tout ça sur carte. Ensuite, j'ai fait une seconde colonne du coup pour le nombre de tunnels repérés et non prospectés. Donc c'est tous mes ouvrages qui sont en orange que du coup j'ajuste en fonction. Donc j'ai attribué une codification à ces ouvrages. Donc on peut voir c'est la seconde colonne orange qui est le code tunnel à visiter. Donc en fait, à travers chaque ouvrage, plutôt que de le pointer dans la base gîte chiroptère de Picardie Nature, ce qui aurait fait un nuage de points énorme en plus des cavités, et ces ouvrages ne sont pas forcément d'intérêt. Du coup, j'ai attribué un code perso, moi, où je les ai appelés TV. Donc tout simplement, c'est tunnel à visiter. Et après, je leur adresse un chiffre. Ensuite, donc du coup, le nombre de tunnels que j'ai prospectés. J'ai ensuite pris le nombre de tunnels non favorables, je précise le nombre de tunnels favorables, ceux en potentiel et ceux avec des chiroptères. Sur le même principe, du coup, pour les potentiels et les chiroptères, j'ai précisé en termes de code, donc TP pour tunnel potentiel et TC pour tunnel chiroptère. Donc sur toutes les communes, du coup, je suis arrivé à 2 communes sans ouvrage d'art, qui n'en présentent absolument aucun. Donc généralement, c'est des communes qui sont entourées de cultures où il n'y a pas de cours d'eau qui traversent. C'est généralement des communes de petite surface, donc ce qui peut expliquer l'absence d'ouvrage d'art. Et il y a également 2 communes que je n'ai pas pu prospecter. Donc mon objectif du coup sur les 5 ans, afin de remplir au mieux l'atlas chiroptère, j'ai essayé de prospecter au moins un ouvrage par commune. Donc, plutôt que de faire 10 ouvrages sur une commune et délaisser 15 ou 20 communes non prospectées. Donc, du coup, en termes de prospection de ces ouvrages, donc on arrive du coup à 669 ouvrages qui ont été visités sur ces 5 ans. C'est donc à savoir qu'on est une petite équipe de 4 ou 5, donc ce qui est déjà pas mal. On a 493 ouvrages non favorables, ce qui explique que je n'ai pas mis dans la base gîte chiroptère parce qu'on se retrouverait avec 493 points qui ne serviraient pas à grand chose. On en a 127 potentiels. On a 49 ouvrages qui sont favorables, qui présentent des chiroptères, donc répartis sur 29 communes. Donc globalement, on a à peu près un quart des ouvrages qui peuvent présenter un intérêt pour les chiroptères. Donc, si certains sont motivés parmi les personnes présentes et qui souhaitent rejoindre le truc, il reste encore 548 ouvrages à prospecter. Donc, après, en termes du coup de tableau, donc moi j'ai remis toutes les espèces que je trouvais. Donc, j'ai ajouté au fur et à mesure mes codes. J'ai également précisé le code JIT du coup dans ClickNat. Donc, pour tous les ouvrages qui présentent des chiroptères, je les ai mis en base JIT ClickNat. Et moi, je le précise pour m'y retrouver. J'établis ensuite des périodes hivernales, du coup, sur mes périodes 2016-2017, où j'ai refait un code couleur
pour m'y retrouver plus facilement et gagner du temps. Et donc, je précise du coup mes effectifs, les nombres d'individus, le nombre d'espèces que j'ai. Donc, pour les espèces qu'on retrouve principalement en jeu, et donc, on a entre 10 à 12 espèces sur les 22 présentes en Hauts-de-France. Donc, on a quasiment la moitié des espèces de chiroptères des Hauts-de-France qui utilisent finalement les ouvrages d'art. Donc, on va retrouver par exemple la barbastelle d'Europe, qui est relativement rare, nous, pour les Hauts-de-France. On va retrouver aussi, donc j'ai mis le murin, les groupes moustaches. Donc, vu que ce n'est pas possible de les identifier à vue sans manipulation, je les laisse en groupe moustache. Et on retrouve également beaucoup d'oreillards roux dans ces ouvrages, généralement en petits effectifs, donc comme la plupart des cavités, 1 à 2. Mais ce qui est relativement étonnant, c'est qu'on dans les ouvrages forestiers, on retrouve quelques grappes d'oreillards roux. Donc parfois, la plus grosse que j'ai en tête est d'environ 8 individus sur un ouvrage forestier que j'ai eu deux hivers de suite. Donc, ce qui peut, d'un autre côté, interpréter que, par exemple, en période estivale, est-ce que les oreillards roux n'utilisent pas également les ouvrages pour se reproduire? Parce que qui dit regroupement en hiver, dit en général, chez les oreillards, ce qui n'est pas courant, peut avoir une tendance, du coup, à ce que ça soit un regroupement de femelles estivaux qui restent ensemble l'hiver. Donc, parmi ces espèces, du coup, on en retrouve 4 qui sont sur le plan régional d'action chiroptère. Donc, j'ai mis en rouge, donc c'est le murin de Bernstein, le grand murin, la barbastelle et le petit rhinolophe. Donc, si vous regardez par rapport au total en chiro, donc c'est l'intégralité sur tous les hivers. Donc, le murin de Bernstein, on est autour de 2 individus. Donc, c'est relativement peu. Je les trouve plutôt en période de transit. Pour le grand murin, j'en ai eu qu'un seul dans un ouvrage en forêt, ce qui est peu aussi. Mais pareil, en période de transit. Pour la barbastelle d'Europe, elle utilise les sites en transit et en hivernage. Donc, ça veut dire qu'au cours de mes prospections, par exemple, lors des grosses périodes de gel, je ne l'ai pas forcément précisé, mais j'ai fait des suivis sur quelques ouvrages à 2 ou 3 semaines d'intervalle en me faisant un repère dans le tunnel où était la chiroptère et de repasser 3 semaines après et voir si l'individu est toujours au même endroit. C'est peut-être pas forcément le même, mais en général, en plein hiver, quand il gèle, il y a peu de chances que l'individu se mette à bouger. Et également en période de transit, du petit rhinolophe qui m'est arrivé d'avoir sur certains ouvrages, notamment dans les secteurs bocagers. Donc sur ces espèces, on a 2 espèces qui sont en danger sur la liste rouge, une en vulnérable et 2 en quasi menacée. Donc, j'ai remis les flèches pour préciser. Donc, en orange, c'est ceux qui sont en danger. En jaune, la vulnérable. Et en beige, les quasi menacés. Donc, pour que ça soit plus parlant, du coup, je l'ai remis sous forme de graphique. Donc, on retrouve, du coup, pour chaque espèce, donc pour les murins groupe moustache, j'ai laissé en groupe d'espèces. Donc, les effectifs par période hivernale. Donc, on peut voir, du coup, pour les groupes moustaches, on est monté jusqu'à 85 individus sur une des périodes hivernales. On peut également remarquer sur le murin de latéraire et l'oreillard roux que lors d'un des hivers, il y a eu une baisse d'effectifs, à savoir que les ouvrages, ceux que j'ai découverts en 2016-2017, sont reprospectés généralement chaque hiver. Et donc, de quoi peut être due cette diminution d'effectifs? Est-ce que c'est dû à des périodes de froid insuffisantes, du froid décalé? Est-ce que c'est moi par rapport à mes périodes de prospection, soit trop tôt en saison ou alors trop tard? Donc du coup, en recompilant tout, donc moi pour les périodes hivernales, du coup, pour que ça soit resté fixe d'une année à l'autre, je prospecte entre la dernière semaine de novembre à la première semaine de mars. Donc globalement, on est sur des fins de transit et des débuts de transit, en incluant toute la période hivernale. Le plus intéressant, en fait, c'est notamment donc pour chaque période hivernale, donc le nombre de tunnels prospectés en base, donc ça, l'hiver de 2018, c'est les 8 premiers où j'ai eu des chiroptères. Et donc, j'ai essayé de les suivre chaque hiver. Donc, c'est ça la partie la plus intéressante. Et du coup, ce qui permet d'avoir un effectif base. Donc, sur le premier hiver de 2016-2017, on a ainsi pu avoir 16 individus sur les 8 ouvrages.
Et on s'aperçoit que au sein des années, ça augmente et ça fluctue. Donc la période hivernale 2019-2020, on est monté jusqu'à 62 individus pour ces 8 ouvrages. Donc à savoir que je ne les ai pas forcément tous prospectés, certains étant difficiles d'accès ou éloignés de chez moi, parce que le territoire étant relativement grand, j'ai 45 minutes pour aller sur les communes les plus loin. Et donc en effectif total, on arrive ainsi à 401 chiroptères comptabilisés sur ces 5 périodes hivernales. Et on a 4 ouvrages d'art qui sont à plus de 10 individus. Donc, ce qui paraît pas énorme par rapport à une cavité, mais pour le contexte du sud de l'Aisne, où la plupart de nos carrières ne dépassent pas les 20 individus, c'est relativement intéressant. Donc, pour finir, en fait, à la suite de ces 5 ans, j'ai établi une petite fiche terrain en me basant sur d'autres annexes d'autres régions, et pour essayer de maximiser au mieux mes prospections. Donc, du coup, j'ai réalisé une fiche qui tient sur une page que j'imprime et que je remplis pour chaque ouvrage d'art, ce qui me fait gagner énormément de temps. Donc après, si certains sont intéressés pour l'avoir ou quoi, il n'y a pas de souci pour la transmettre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Sophie, oui. Ouais. Alors, donc Sophie Picard-Miniature, j'aimerais saluer le travail énorme qu'il y a derrière. C'est top. Pour faire des ponts, sans mauvais jeu de mots, avec ce qui a été vu hier sur la table ronde ouvrage, 2 choses. La première, c'est que, et tu le dis, et on le sait tous sur le terrain, les ouvrages les plus intéressants, c'est les petits ouvrages à moins de 2 mètres, ce que les services voiries qualifient d'aqueduc. Hier, nous, on a présenté ce qu'on fait avec le département de l'Aisne, où ils nous missionnent du coup sur tous leurs ouvrages, mais c'est tout ce qui est à plus de 2 mètres. Donc, en fait, il y a une grande partie du terrain que tu as fait que nous, le département ne nous missionne pas pour le faire. Et il y a des enjeux, parce que nous, en gros, en 2 ans, on n'a pas vu une chauve-souris, en fait, sur 50 ouvrages. Mais justement, le demain, en fait, c'est que tous ces ouvrages intéressants, qui sont les gestionnaires? Alors, je sais, toi, c'est un boulot bénévole qui est énorme, mais c'est comment maintenant on va chercher les propriétaires gestionnaires de ces ouvrages pour les interpeller sur les enjeux et faire que tous les interstices des ponts andalo, des murs maçonnés restent accessibles aux chiro. Oui, ouais. Ça reste toujours complexe parce qu'après, donc moi, de mes renseignements que j'ai un peu, en fait, même au niveau communal, la plupart des ponts sont généralement relégués soit au niveau du département ou de la région lorsqu'il y a des travaux. Ouais. Parce que aujourd'hui, la plupart des communes n'ont pas forcément les financements pour entretenir ces ouvrages. Ouais. Donc, c'est souvent relayé oui, au niveau départemental ou régional. Après, il y a certains ouvrages que je n'ai pas encore prospectés et que je pense qu'ils seront difficiles à faire car ils sont dans des terrains privés. Et donc, ceux-là, je ne sais pas s'ils appartiennent aux propriétaires privés ou s'ils sont à la commune ou à une tierce personne. C'est toujours un peu difficile à... Là, on peut faire le lien avec les chefs de secteur que maintenant on connaît personnellement, avec qui on a fait le terrain. Et comme on disait Benjamin hier, prendre notre bâton de pèlerin, faire du relationnel pour aller là chercher la bonne personne qu'il faut. Après, à savoir aussi que vis-à-vis de ces ouvrages, ça reste des prospections hivernales, donc du coup, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des bêtes présentes en été ou à l'automne ou au printemps. Donc, pour ma part, c'est pour ça que j'en ai qualifié une grande partie également en potentiel, parce que j'ai peut-être pas vu pour ma période hivernale sur 1 ou 2 passages de chiroptères, mais ça n'exclut pas qu'il y en ait l'été. Et ce que j'ai déjà eu le constat où j'ai fait quelques ouvrages l'été, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a pas du tout les mêmes espèces qui sont présentes et en termes d'effectifs.